Salut tout le monde et bienvenue à cette capsule 6.2 de votre cours de programmation orientée objet. Tel qu'annoncé à la dernière capsule, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les lectures et écritures dans des fichiers texte qui peuvent être très pratiques pour plusieurs choses. Premièrement, on pourrait, par exemple, enregistrer une partie dans un jeu, dans un fichier, puis la recharger plus tard pour pouvoir continuer. On peut faire des programmes qui écrivent des rapports, qui écrivent des logs sur ce qui s'est passé, ou souvent des programmes communiquent entre eux en utilisant des fichiers. Donc, il y en a un des deux qui écrit quelque chose dans un fichier, puis l'autre vient le chercher plus tard, puis c'est comme ça que les données sont transférées. Donc, c'est une façon simple de faire parler deux programmes ensemble qui est souvent utilisée. Et on va voir que ce n'est pas très compliqué, en fait, les lectures et écritures dans des fichiers, puisque comme on en a parlé la dernière fois, des fichiers, c'est pas mal la même chose que des CIN puis des CIAT. Les fichiers, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué puisque on va utiliser les classes ifstream puis ofstream qui elles-mêmes dérivent de iStream puis de oStream. Donc, ils vont fonctionner exactement de la même façon que des CIN puis des CIAT. Parce que, rappelons-le, si je reviens sur ma diapo avec mon beau graphique, CIN est un iStream. Puis ifstream est aussi un iStream parce qu'il dérive de là. Donc, on va se créer un objet de type ifstream qui va dériver de iStream. Donc, ultimement, tout ce que CIN peut faire, notre objet ifstream peut le faire aussi. Et la même affaire pour, on va déclarer un objet ofstream pour écrire dans des fichiers, il va pouvoir faire exactement ce que CIAT peut faire. Donc, on se déclare un objet de type ifstream. ifstream, c'est une classe, donc on a besoin d'un objet pour pouvoir travailler. On va se déclarer un objet de ce type-là. ifstream et ofstream, pour l'écriture, sont tous les deux dans la bibliothèque fstream, donc les flux de fichiers. Il faut l'inclure pour qu'on puisse les utiliser, sinon ça ne marchera pas. Donc, on se déclare un objet, on lui donne le nom qu'on veut, et là, on a deux possibilités. On peut utiliser son constructeur et lui donner une chaîne de caractères qui correspond au nom du fichier ou au chemin du fichier, puis là, il va tout de suite, en créant notre flux, il va ouvrir le fichier en même temps. Ou sinon, on peut se le déclarer comme ça sans paramètres, donc c'est le constructeur sans paramètres. Et plus tard, on pourra faire fichier.open et lui donner un chemin vers un fichier. Donc ça peut être pratique si on veut se resservir du même flux pour ouvrir d'autres fichiers plus tard, ou si on ne connaît pas d'avance le nom du fichier qu'on veut le demander à l'utilisateur, bien, on le demande dans un string, puis on passe le string au constructeur, et c'est réglé. Faites attention lorsque vous utilisez des chemins, si jamais le fichier n'est pas dans le même dossier que votre fichier de code, et vous pouvez lui donner un chemin à suivre, il faut toujours prendre des chemins relatifs. Jamais les chemins absolus, c'est-à-dire on n'écrit jamais C:\users, tout le chemin complet vers notre fichier à partir de la racine, parce que si on déplace notre programme, tout ça ne marchera plus. Donc, c'est tout le temps relativement à où notre programme se trouve. On va utiliser les chemins relatifs. Et on n'utilise pas des backslash, on doit utiliser des slash, donc des barres obliques et non pas des barres obliques inverses. Parce que le backslash est réservé en C++, on ne veut pas l'utiliser comme ça. Donc, on met des slash. Une fois que notre fichier est ouvert, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Bien, on peut lire de notre fichier de la même façon qu'on lisait avec un CIN. À la place de CIN, on utilise notre ifstream à nous parce qu'il est exactement pareil, puisque ifstream dérive de iStream, donc il reçoit toutes les mêmes méthodes et toutes les mêmes fonctionnalités, puis CIN est un iStream. Donc, au lieu de faire CIN avec les deux petites flèches dans une variable, bien, on peut faire fichier avec les deux petites flèches dans une variable parce que notre fichier existe ici. Puis là, ben, il va aller lire un mot, parce que par défaut, avec les petites flèches comme ça, il prend juste le prochain mot, puis on peut l'écrire, le refaire plusieurs fois. On peut utiliser getLine aussi. Rappelez-vous que getLine, on l'utilisait en lui passant CIN, puis le nom d'un string. Puis là, il allait lire toute la ligne au complet jusqu'au endline, puis il nous le mettait dans la ligne. Bien, c'est la même chose, sauf que ici, au lieu de mettre CIN, on peut mettre n'importe quel fichier. Donc, c'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas oublier que notre getLine est déclaré comme ça. Le getLine, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit une référence à un iStream. Un iStream, c'est un fichier, pas un fichier, pardon, c'est un flux d'entrée. CIN est un iStream, mais un ifstream, c'est aussi un iStream par polymorphisme. Donc, on va pouvoir lui passer n'importe quel flux d'entrée, que ce soit CIN ou un flux de fichiers quelconque, et ça va fonctionner. Donc, on peut tout simplement dire, ben, je fais un getLine, va dans le fichier, lis une ligne au complet jusqu'au endline. Et à chaque fois qu'on va aller refaire
une autre lecture, soit avec les deux petites flèches vers la droite ou soit avec getLine, il va toujours retourner lire dans le même flux et il va se rappeler où est-ce qu'il était rendu. De la même façon que quand il allait lire dans la mémoire tampon, il continuait où est-ce qu'il était rendu. Là, c'est la même chose. On peut lui faire ignorer certains caractères, puis après ça, il continue, de la même façon qu'on faisait avec le CIN. Donc, à chaque fois, il continue où il en était. Fait qu'on peut soit lire un mot, soit lire jusqu'à la fin de la ligne, ou getLine, rappelez-vous, peut-être que vous n'en rappeliez pas, mais on peut lui donner, si on veut, un troisième paramètre, qui est un délimiteur. On lui donne un char, un caractère, puis on lui dit « lis jusqu'à la première occurrence de ce caractère-là ». Fait que moi, ce que je fais ici, je fais différentes lectures, puis à chaque fois, je lui fais écrire à l'écran. Donc, j'ai préparé un petit fichier où il y a ces phrases-là dedans, et c'est ce fichier-là qui va être utilisé en lecture. Fait que je lui dis « lis un mot, écris-le. Lis un autre mot, écris-le. Lis une ligne, écris-la. » Donc, qu'est-ce que ça va donner? On va l'exécuter, puis comme ça, on va pouvoir comparer. Donc, vous voyez, le premier mot qu'il a lu, c'est « bonjour », il l'a écrit. Le deuxième mot qu'il a lu, c'est « lait », il l'a écrit. Mais vous voyez, il l'écrit collé comme ça, là, parce que quand il lit un mot, il lit jusqu'à l'espace, mais l'espace va automatiquement être skippé parce que c'est un délimiteur. Il ne sera jamais lu, cet espace-là. Donc, si nous, on veut les réécrire, il aurait fallu les mettre explicitement. Après ça, on dit, après avoir écrit « lait », OK, bien, lis toute la ligne. Là, à ce moment-là, quand il lit la ligne, il prend où est-ce qu'il est rendu, puis il lit jusqu'au endline. Là, à ce moment-là, c'est le endline, le délimiteur, fait qu'il va lire l'espace, puis il va lire jusqu'au endline, puis là, il va l'afficher, cette ligne-là. Puis après ça, on dit, OK, bien, lis encore toute la ligne. Fait que là, bien, il va prendre la prochaine ligne jusqu'au endline. Puis ensuite, fais-le encore, mais cette fois-ci, arrête-toi au C majuscule. Donc, je vais le lire avec un programme. Là, il arrête là parce que, vous voyez, ma ligne, c'est avec un programme C++. Donc, il n'a pas lu le C. Il s'est arrêté avant parce que c'est ça le délimiteur qu'on lui a fourni au lieu du endline, et ça va être le C. Et après ça, quand on lui dit « lis une autre ligne », bien là, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va continuer où est-ce qu'il était rendu. Il va sauter le délimiteur, puis il va lire la suite, donc plus jusqu'au endline. Puis après ça, quand on a fini, bien, on utilise un autre truc ici, la fonction get qui va chercher un seul caractère, qui nous le retourne dans un char, puis on affiche ce char-là. Donc le C qui est là, c'est le C qui est ici. Fait que tout ça, c'est juste pour vous montrer que les différentes façons qu'on a pour lire dans le fichier, soit on lit un mot, soit on lit une ligne, donc à partir du point où on est jusqu'au prochain endline, ou soit on lit à partir du point où on est jusqu'au prochain délimiteur de notre choix. Ou sinon, on peut, avec get, aller chercher un seul caractère. Là, à ce moment-là, il nous le retourne dans un char, puis on peut en faire ce qu'on veut. Et lorsqu'on a fini, on ferme le fichier. On n'oublie pas, c'est important, sinon ce fichier-là ne peut pas être ouvert ailleurs par un autre programme. Donc, on le close tout le temps quand on a fini. Voilà, donc ça nous permet d'aller lire dans notre fichier. Si on veut le lire d'un seul coup, est-ce qu'il y a moyen de faire une boucle, par exemple, qui va lire toutes les lignes, une après l'autre, jusqu'à la fin? Ben oui, il y a moyen. Évidemment, ça implique qu'il faut qu'on sache où est la fin. Ben, il y en a une façon pour ça, et c'est vraiment pas compliqué. Je vais refaire donc une deuxième lecture de mon fichier. Cette fois-ci, je lui dis, OK, rouvre le fichier de nouveau. Comme il a été fermé, puis qu'on l'ouvre de nouveau, ben là, on repart à zéro. Il va recommencer du début du fichier. Et là, tout simplement, le fichier contient une méthode EOF, qui veut dire End of File, donc fin du fichier. EOF nous retourne vrai si on est à la fin du fichier, puis faux sinon. Fait qu'on lui dit, tant que ce n'est pas la fin du fichier, ben, lis une ligne, écris-la, puis recommence. Puis éventuellement, ça va être la fin du fichier, donc il va sortir, puis il va closer le fichier. Donc ça, c'est une simple boucle de lecture qui est très facile à faire, qui est classique, qui est tout le temps utilisée. Donc, vous voyez, après toutes mes affaires, je fais ma deuxième lecture, et là, il a lu tout le fichier au complet, puis il l'a tout réécrit, puis il s'est arrêté lorsque le fichier était terminé. On remarque qu'en passant, les accents ne sont toujours pas affichables comme il faut. Ça, c'est à cause de notre console. Mais ils sont réellement lus comme il faut, et à l'intérieur du string, ils sont là correctement. Ils sont juste mal affichés sur la console. Alors, j'en profite pour vous donner un petit truc intéressant. Si on veut faire afficher les accents à la console, on peut utiliser cette phrase-là. Donc là, c'est un peu weird là, comme phrase. Ça utilise local. Local avec un E, ce qui veut dire, dans le fond, l'endroit, le lieu.
où on se trouve. Donc, dans local, dans cet espace de nom-là, il y a l'espace, le lieu global. On lui dit, set ton lieu global pour qu'il soit égal à celui par défaut de l'ordinateur. Donc, local, puis là, entre accolade, on lui met une chaîne vide, ce qui veut dire prend le comportement par défaut de l'ordinateur. Donc, prenez-le en note si vous voulez. C'est juste un plus, là. Ça, c'est pas dans la matière officielle, mais je le montre en passant. Local, global, entre parenthèses, local, accolade, guillemets, guillemets, puis on ferme l'accolade de la parenthèse. Et ça se trouve dans la librairie locale, toujours avec un E. Fait que là, si on fait ça, là, les accents vont s'afficher comme il faut dans la console. On a juste à faire ça au début du programme, puis c'est réglé pour toujours dans notre programme. Puis là, regardez, oh, magie. On a enfin les accents. Mais comme je vous disais, les accents, quand on les lit dans un fichier, dans le string, ils sont corrects. Là. Ils sont beaux. C'est juste qu'ils ne s'affichent pas à la console. Voilà. Maintenant, comment on fait pour écrire dans un fichier? Ben, c'est exactement le même principe. On va se déclarer à la place un OF stream, donc un Output File Stream, fichier de flux de sortie. Puis là, ben, on lui donne un nom. Et encore une fois, on peut, à la déclaration, au constructeur, lui donner le chemin ou le nom du fichier qu'on veut créer. Et ce fichier-là va automatiquement être créé. Et après ça, avec sortie, on peut l'utiliser comme si c'était un cout. Donc, notre objet s'utilise comme un cout puisque c'est un output stream. Donc, on dit, écrit dans la sortie le mot hello, puis après un endline. Écrit dans la sortie, deuxième ligne, puis un endline. Et ça s'écrit dans notre fichier. Ensuite, par exemple, pour le fun, je lui dis, OK, ben, rouvre de nouveau notre fichier de lecture avec mon fichier test que j'avais fait et refais la même petite boucle de tantôt. Tant que tu n'es pas à la fin, lis des lignes dans le fichier, mais à mesure, au lieu de les écrire à l'écran, réécris-les maintenant dans le fichier de sortie. Donc, réécris la ligne suivie d'un endline dans le fichier de sortie. Puis quand tu as fini, close les deux, le fichier en lecture puis la sortie en écriture. Et là, si on exécute le tout, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a ça se fait comme tout à l'heure. Il n'y a rien de particulier. Mais là, maintenant, si on va voir dans notre fichier sortie.txt, ben, il a écrit hello, il a écrit deuxième ligne, puis après ça, là, il a fait la boucle, qui a fait une copie du fichier. Remarquez qu'à la fin, il nous crée une ligne vide supplémentaire parce qu'on met un endline à la fin. Donc, la dernière lecture qui va avoir été faite va avoir lu rien du tout, puisque on était à la fin du fichier, mais il va quand même l'écrire, puis il va mettre un endline, puis là, il va dire « Oh, on est à la fin du fichier et on sort. » Donc, ça rajoute toujours une ligne de plus dans ce cas-ci. Donc voilà, lecture, écriture, c'est pas plus compliqué que ça. Dernier petit détail important à savoir, qu'est-ce qui se passe si notre fichier n'existe pas? Mettons, j'essaie d'ouvrir un fichier qui n'existe pas, ou si je n'ai pas le droit d'ouvrir ce fichier-là sur Windows, je n'ai pas les droits, je vais mettre un nom qui n'est pas bon. Je vais mettre ça un peu partout. Donc, si j'essaie tout le temps d'ouvrir un fichier qui n'existe pas, qu'est-ce qui va se passer? Bien, ça ne va pas faire planter notre programme nécessairement. Tout ce qui va se passer, c'est qu'il va essayer de faire ce qu'on lui demande, mais ça ne se fera pas. Il va ouvrir le fichier, ça ne s'ouvrira pas. Puis là, après ça, il va essayer de faire des lectures, puis de faire des cout. À chaque fois, les lectures ne fonctionnent pas, donc le cout n'écrit rien. Puis éventuellement, on est pris dans une boucle où il tourne en rond à lire dans un fichier qui n'a jamais été ouvert. Donc, il lit tout le temps dans un flux vide et il attend. Il attend qu'on lui donne quelque chose. Le flux est vide, puis il ne reçoit rien. Donc, les lectures ne se font pas. Puis il tourne en rond comme ça. Donc, ça, c'est pas super joli. Si on veut éviter ces problèmes-là, un petit truc simple, c'est qu'il faut vérifier avant de faire quoi que ce soit avec notre fichier, est-ce qu'il s'est ouvert comme il faut. Et pour ça, on peut tout simplement vérifier si notre fichier a fail. Donc, on va tout simplement utiliser la méthode fail à l'intérieur de fichier. Vous vous rappelez, elle existait à l'intérieur de cin, mais elle existe aussi à l'intérieur du fichier. Donc, si notre fichier, ben, dans ce cas-ci, tiens, ça va être plus simple. Si notre fichier n'a pas fail, fais ce que tu as à faire, puis sinon, écris tout simplement erreur. Donc là, à ce moment-là, il n'y a rien à faire. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir contourner
ces problèmes-là. Donc, vous voyez, là, il a ouvert le fichier. La première partie, ça a marché. Puis là, la deuxième lecture, où j'ai fait ouvrir le mauvais fichier, il écrit juste erreur. Là, après ça, il est pogné dans la boucle le plus bas, parce que celle-là, je ne l'ai pas corrigée. Donc, le fail qui était dans CIN est aussi dans tous les fichiers parce que ces fichiers-là sont tous des IFStream qui sont des iStream, comme CIN. Donc, voilà. Un autre petit détail qui peut être intéressant, lorsqu'on ouvre un fichier en sortie, on peut choisir de l'ouvrir en mode, en deuxième paramètre, on lui passe iOS, app. APP, ce que ça veut dire, c'est append, ce qui veut dire ajoute à la fin. Par défaut, lorsqu'on ouvre un fichier, il détruit ce qu'il y avait dans le fichier puis il en recommence un tout nouveau. Si on lui met le flag iOS append à l'ouverture, là, à ce moment-là, il va ajouter à la fin plutôt que... là, on va corriger les affaires là, où il ouvre les mauvais fichiers. Plutôt que de détruire, il va ajouter à la fin. Donc là, je fais mon truc ici, je fais ce qu'il y avait à faire. Là, si je vais voir mon fichier de sortie est créé, puis à chaque fois, il recommence, il ajoute à la fin. Donc, on est rendu ici. Si je le réexécute de nouveau, hop, donc là, c'est exécuté, il a fait ses trucs. Puis là, il va nous dire, oh, le fichier qui est là a été modifié, viens voir, et là, il le refait une deuxième fois. Donc, avec le app, il ajoute à la fin, tout simplement. Donc ça, c'est très pratique pour faire, par exemple, un fichier de log où à mesure qu'on fait des choses, on écrit dans un fichier ce qui s'est passé pour que quelqu'un puisse consulter après. On ne veut pas tout effacer à chaque fois, puis que tout ce qui nous reste, c'est la dernière ligne qu'on a écrite. Donc, à mesure qu'on réécrit, on réécrit à la suite. Donc, à chaque fois qu'on exécute le programme, il continue ce qui était rendu. Donc ça peut être très pratique. Donc voilà, maintenant, vous savez tout sur les lectures et écritures de fichiers. Vous allez pouvoir utiliser ça en exercice.